Merci de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, on a proposé dans le cadre des, journées santé-travail, un webinaire sur le maintien en emploi, l'aide au maintien en emploi. Donc les journées santé-travail, c'est, une semaine, qui est proposée, de rencontres, soit sous forme d'ateliers, soit sous forme de webinaires, heu, sur, différents thèmes, sur la prévention en santé au travail notamment. C'est la 4e édition cette année et donc nous, là, aujourd'hui, on a proposé de vous parler de l'aide au maintien dans l'emploi, suite à la suite de la réforme de la santé au travail, dans le cadre de la loi du 2 août, 2021. Donc pour se présenter, donc moi je suis le docteur Arnaud, médecin du travail et donc je présente aujourd'hui ce webinaire en compagnie du docteur Lurent que je vais laisser se présenter. Docteur Lurent, si vous pouvez mettre votre Oui, micro, voilà. bonjour à toutes et à tous également. Je suis, médecin du travail, docteur Philippe Lorrain. Je suis médecin du travail, au SSTI 33 depuis, 1989, si vous voulez tout savoir. Et donc, je participe à ce webinaire avec un grand plaisir parce que, en l'espace de toutes ces années, je perçois une nette évolution pour l'aide au maintien dans l'emploi. C'est un élément qui, pour moi, est très positif. Voilà, je repasse la parole à Joanne. Et donc, pour resituer le contexte de travail du docteur Lorent, le docteur Lorent est très investi dans le maintien en emploi depuis longtemps. C'est un référent au sein de notre service, du maintien en emploi. Pour revenir sur les questions pratiques, donc ce webinaire est enregistré pour les personnes qui ne peuvent pas, qui devraient, quitter en cours et on vous fournira à l'issue du webinaire des supports sur, les différents sujets qui sont présentés. Et vous aurez la possibilité également à la fin de poser des questions si vous avez des questions à nous poser. Alors éventuellement, vous pouvez poser des questions sur le chat, en parallèle, mais c'est les réponses aux questions se feront à la fin du webinaire. Donc le sujet du jour, concerne donc le maintien en emploi. On va vous resituer un petit peu le contexte de la loi du 2 août 2021 avec la réforme de la santé au travail, parler des enjeux du maintien en emploi et des différents dispositifs qui existent, tant, pendant l'arrêt de travail, les dispositifs qui permettent d'accompagner les salariés pendant l'arrêt de travail, au fil de la carrière professionnelle et vous parler également des dispositifs d'aide au maintien dans l'emploi, préexistants ou, nouvellement existants, qui se mettent en place dans les services. Et on fera un petit focus sur un dispositif qui s'appelle l'essai encadré, que certaines d'entre vous connaissent peut-être. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a un petit peu évolué, et c'est un dispositif qui est pas forcément toujours connu, ni des salariés, ni des employeurs, alors qu'en tant qu'employeur, vous pouvez être susceptible d'accueillir pour un essai encadré. Donc, la, loi du 2 août 2021, il y a un micro, merci, donc est en application depuis le 1er avril 2022, heu et toujours en cours d'application. Un certain nombre de décrets sont sortis, mais tous les décrets ne sont pas encore sortis. Donc ça n'est pas encore, tout n'est pas encore, fixé et définitif, mais il y a quand même pas mal de choses qui se sont déjà mises en place. Alors déjà, les services de santé au travail, SSTI, donc services de santé au travail interentreprises, deviennent des SPSTI, donc services de prévention et de santé au travail interentreprises. Donc ça marque bien le fait que, il y a une volonté de renforcement de la prévention dans le cadre de la santé au travail. Donc sur cette, réforme, il y a 3 grands axes. Un axe sur le suivi individuel de l'état de santé, ce qu'on appelle classiquement les visites médicales. La prévention primaire avec des évolutions sur, des URP, les fiches d'entreprise. C'est pas le sujet du jour, c'est un sujet, mais c'est pas le sujet du jour et le renforcement du maintien en emploi avec, notamment la création du rendez-vous de liaison, qui est un sujet qui vous intéresse directement, des évolutions sur l'essai encadré et la création, dans les services, donc dans les SPST, de cellules de prévention de la désinsertion professionnelle internes au service.
Donc là, vous verrez la différence entre les cellules PDP qui existent déjà au niveau de l'assurance maladie de la CARSAT et les cellules PDP qui se créent dans les services de prévention et de santé au travail. Les enjeux du maintien en emploi, on les connaît tous, hein. C'est d'anticiper la perte d'activité professionnelle pour des raisons de santé, aider les salariés qui rencontreraient des difficultés à se maintenir à leur poste ou à envisager un nouveau poste. L'idée, c'est de trouver d'essayer d'aboutir à une solution adaptée et surtout durable pour éviter la désinsertion professionnelle, soit sur un maintien au poste de travail existant, avec un emploi compatible avec l'état de santé, ou de poursuivre une activité professionnelle, une carrière professionnelle, éventuellement sur un autre poste, dans une autre entreprise. Mais l'idée, c'est que la personne puisse se maintenir soit dans son emploi, soit plus largement en emploi, donc éventuellement sur un autre emploi. Pour ça, donc, les salariés ou travailleurs, puisque maintenant on parle plus volontiers de travailleurs, peuvent être accompagnés pendant leur arrêt de travail par les professionnels des services de santé par les professionnels des services de prévention et de santé au travail. Donc nous, en tant que professionnels de santé au travail, on est des acteurs de proximité qui connaissons et la situation des personnes qu'on rencontre, des salariés qu'on rencontre, et le contexte de travail de l'entreprise. C'est ce qui fait la spécificité de nos métiers, c'est qu'on connaît et les problématiques de santé de la personne qu'on rencontre et son contexte de travail en principe. Donc on va pouvoir accompagner les salariés pendant leur arrêt de travail. L'idée, c'est de pouvoir anticiper, soit un retour en emploi, quand un salarié est en arrêt de travail pour lui permettre de reprendre dans de bonnes conditions. Anticiper éventuellement le fait qu'une personne ne pourra pas reprendre son emploi et donc l'accompagner, vers, une réflexion vers un nouvel emploi. Heu donc soit, voilà, soit on peut mettre en place, préconiser des aménagements, des adaptations du poste de travail, soit on peut accompagner les personnes vers, un reclassement, une formation, une évolution professionnelle. Et pour ça, on a un certain nombre de dispositifs, d'aide et d'orientation vers les différents acteurs du retour à l'emploi ou du maintien dans l'emploi. Donc on verra ça après avec les dispositifs de cellules, PDP. Donc PDP, c'est prévention de la désinsertion professionnelle. Nous, c'est notre jargon un peu quotidien, PDP, mais c'est pas forcément une évidence pour tous que PDP veut dire prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, moi, dans un premier temps, je vais vous parler donc de ce qui est plutôt, le côté visite médicale et puis donc, le docteur Lorent après vous parlera plus des dispositifs de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc le rendez-vous de liaison, qui est un sujet que peut-être vous connaissez maintenant, donc le rendez-vous de liaison, ça n'existait pas auparavant. Ça a été créé donc par la loi du 2 août 2021 et c'est en application depuis, le décret d'application, donc depuis fin mars 2022. Donc ça concerne les salariés qui sont en arrêt de travail de plus de 30 jours, et c'est un rendez-vous qui, peut avoir lieu entre l'employeur et le salarié en arrêt de travail. Donc maintenant, le fait qu'un salarié soit en arrêt de travail ne fait plus obstacle à ce qu'un rendez-vous puisse être organisé, pendant l'arrêt de travail. Donc vous pouvez tout à fait proposer à un salarié qui serait en arrêt de travail depuis, plus de 30 jours, de le rencontrer pour discuter de sa situation professionnelle et de son retour à l'emploi. Donc le but, c'est de maintenir un lien avec le salarié pendant son arrêt de travail et d'anticiper un retour, ou une éventuelle ou la perspective d'un risque de perte d'activité professionnelle du fait d'un état de santé problématique ou d'une situation de handicap. Ce rendez-vous, il peut être à l'initiative, en général, il est à l'initiative de l'employeur, mais il pourrait, pourquoi pas, être, à l'initiative du salarié qui souhaite rencontrer son employeur pendant son arrêt de travail pour lui faire part, de ses difficultés et
voir comment peut se mettre en place un accompagnement pour un retour à l'emploi ou une évolution professionnelle. Ce rendez-vous n'est pas obligatoire. Un salarié qui ne souhaiterait pas en bénéficier peut le refuser sans qu'aucune conséquence n'en soit tirée, hein. Le but, donc, c'est d'informer le salarié, alors qu'il peut bénéficier notamment d'une visite de pré-reprise. Donc la visite de pré-reprise, on y reviendra plus tard, mais c'est une visite, médicale pendant l'arrêt de travail avec le médecin du travail. Et les salariés ne savent pas toujours qu'ils peuvent, pendant leur arrêt de travail, bénéficier d'une visite de pré-reprise. Donc ça peut être l'occasion de les en informer. C'est l'occasion également de discuter des possibilités d'aménagement du poste de travail, d'aménagement du temps de travail dans le cadre éventuellement d'un temps partiel thérapeutique. Ça peut être l'occasion d'évoquer le fait qu'on peut faire intervenir un ergonome, qu'on peut faire intervenir Cap Emploi pour envisager des aménagements de poste, qu'on peut proposer une orientation vers l'assistante sociale, puisque nous disposons dans les services de santé au travail de la collaboration avec des assistantes sociales ou assistants sociaux qui peuvent accompagner les personnes pendant leur arrêt de travail. Et donc, plus globalement, expliquer aux gens qu'il existe des dispositifs de maintien en emploi, et de l'aide à la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc ce rendez-vous, a priori, se fait soit dans l'entreprise, soit éventuellement en distanciel, hein. Ça peut être un rendez-vous, comme on le fait en ce moment, ça peut être un rendez-vous, avec les outils, modernes de communication. C'est un rendez-vous qui peut se faire éventuellement, en visio. A priori, pas dans les locaux des services de santé au travail. C'est un rendez-vous qui concerne l'employeur et le salarié avant tout, donc plutôt sur le lieu de travail ou en distanciel. Et le service de prévention et de santé au travail peut-il y être associé? Oui. Alors il peut y être associé de 2 manières, soit, en fournissant des informations, des éléments de communication, de la documentation sur les dispositifs d'aide au maintien en emploi, dans le cadre d'un échange, oral, également avec l'employeur. On peut également, si la situation le nécessite, être associé en assistant à ce rendez-vous. Heu, c'est pas la majorité des situations, mais dans certaines situations, ça peut s'envisager. Alors c'est pas forcément le médecin du travail, hein, ça peut être un membre de l'équipe pluridisciplinaire. Donc ça peut être, le médecin du travail, mais ça peut être, l'infirmier en santé au travail, ça peut être éventuellement l'assistante sociale, ça peut être un membre de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle interne, sujet sur lequel on reviendra plus tard. C'est un petit peu en fonction de la situation. Et dans les structures ou établissements où il y aurait un référent handicap, le référent handicap de l'entreprise peut également assister à ce rendez-vous de liaison avec, l'accord du salarié. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà pratiquées, c'est pas forcément encore très connu, le rendez-vous de liaison. Mais ça permet, de maintenir un lien et d'anticiper un petit peu des situations problématiques. La visite de pré-reprise, bon, n'est pas une nouveauté, hein, ça existait déjà auparavant. Donc la visite de pré-reprise, pour rappel, c'est une visite, qui a lieu pendant l'arrêt de travail avec le médecin du travail, à l'initiative du salarié, du médecin traitant, du médecin conseil de l'assurance maladie, et maintenant il est précisé, dans la loi, éventuellement l'initiative du médecin du travail. Sachant que dans la plupart des situations, on n'a pas connaissance des arrêts de travail. Donc ce point-là est pas tout à fait clair dans le cadre de la loi. En revanche, ce qui est très clair, c'est qu'il ne peut pas être à l'initiative de l'employeur. Donc en tant qu'employeur, vous pouvez informer un salarié qu'il peut bénéficier d'une visite de pré-reprise, mais en aucun cas être à l'initiative de ce rendez-vous.
Et ce qui a changé dans le cadre de la réforme, c'est que maintenant, il est écrit qu'elle peut se faire dès 30 jours d'arrêt de travail. Auparavant, on parlait d'arrêt plus long, plutôt de 3 mois d'arrêt de travail. Maintenant, on parle dès 30 jours d'arrêt de travail. Quoi qu'il en soit, ce qu'on conseille, c'est qu'elle soit le plus précoce possible quand il y a un risque d'éloignement de l'emploi, pour pouvoir mettre en place des dispositifs d'accompagnement le plus précocement possible. Plus la situation est prise précocement, plus on aura des solutions d'aide au maintien dans l'emploi. Alors, elle n'est pas obligatoire, hein, mais en revanche, elle est quand même, nous en tout cas, nous la conseillons fortement pour pouvoir accompagner les personnes en arrêt de travail. Elle peut rester confidentielle si le salarié le souhaite. En revanche, là, c'est pareil. Si on veut mettre en place des choses, il est quand même toujours mieux qu'il puisse y avoir une collaboration entre le salarié, le service de santé au travail et l'employeur. Pour obtenir un résultat, il est souhaitable que tout le monde puisse être un minimum informé et aller dans le même sens. En revanche, elle ne se substitue absolument pas à la visite de reprise, hein, même si le salarié a eu 1, 2, 3 visites de pré-reprise. Si son arrêt de travail dépasse le temps requis pour bénéficier d'une visite de reprise, il y aura visite de reprise. La visite de reprise, bon, là, je vais passer très rapidement, hein. La visite de reprise, c'est juste quelques petites évolutions dans le cadre de la réforme. C'est que le délai a été modifié. Donc, dans le cadre des arrêts maladie, le délai pour bénéficier d'une visite de reprise a été allongé. Donc, maintenant, ça concerne les arrêts maladie de plus de 60 jours. Ça ne change pas pour les autres types d'absence. Et ça rentre aussi dans le cadre du maintien en emploi, puisque ça peut être l'occasion de préconiser des aménagements de poste, aménagement physique du poste, aménagement horaire dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique, euh, notamment, et puis ça peut être l'occasion de, de conseiller les salariés sur d'éventuels dispositifs qui existeraient pour leur permettre de se maintenir en emploi le plus longtemps possible. Ensuite, donc, dans les nouveautés qui vont dans le sens de favoriser le maintien en emploi, il y a la visite de mi-carrière, dont le but est un petit peu de sensibiliser les gens sur l'usure professionnelle, et puis de les amener à se questionner sur est-ce que mon état de santé, là, aujourd'hui, aux alentours de 45 ans, me permet d'envisager de rester sur ce même type d'emploi pendant encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à la retraite. Parce qu'on sait bien que selon les problèmes de santé qu'on peut avoir, et puis le métier qu'on occupe, ou le poste qu'on occupe, forcément la pérennité la pérennité au poste va être potentiellement remise en cause. Donc depuis 1 an maintenant, on bénéficie dans l'année de ses 45 ans ou dans les 2 années qui précèdent, si on a l'occasion d'avoir une autre visite médicale, d'une visite de mi-carrière. Donc, dont les objectifs sont de prévenir l'usure professionnelle, d'anticiper le vieillissement au travail, d'évaluer l'adéquation entre l'état de santé et le métier qu'on occupe. C'est un petit peu un bilan de milieu de carrière, de proposer des aménagements si nécessaire, et puis de mener avec le salarié une réflexion donc, sur la pérennité de l'occupation de son poste sur du moyen ou du long terme. Donc, elle est organisée par nos services, comme toutes les autres visites, donc soit sur demande des employeurs, soit planifiée par le service, ou éventuellement à la demande du salarié qui estimerait que l'année de ses 45 ans, on a oublié de lui fixer un rendez-vous, donc il peut également demander
un rendez-vous, mais c'est uniquement jusqu'à 45 ans. Donc, si on a 46 ans, 47 ans, 48 ans aujourd'hui, on n'était pas dans le dispositif de la visite de mi-carrière, donc on n'est pas concerné par cette visite. Ça entre en vigueur pour les gens qui n'ont pas dépassé 45 ans. Après, c'est des questions qu'on se pose de toute façon et qu'on pose aux gens quand on les voit. On reçoit quelqu'un qui a 50 ans, s'il n'a pas eu sa visite de mi-carrière, on va également lui poser des questions sur ses problématiques de santé et sur sa projection professionnelle dans les mois et les années à venir. Alors, autre nouveauté, cette visite de mi-carrière, elle peut être faite bon, par le médecin du travail, mais les salariés reçus peuvent également être reçus par un infirmier en santé au travail, hein. C'est indifféremment avec le médecin du travail ou avec l'infirmier en santé au travail. Donc, voilà pour la partie concernant un petit peu le suivi de l'état de santé. Donc, je vais laisser la parole au docteur Liorent, qui va donc vous présenter, les cellules PDP. Donc rapidement, la cellule PDP de l'assurance maladie qui existe déjà et puis la cellule PDP des SPST et plus précisément la cellule PDP du SSTI 33 qui est, que nous avons mise en place en début d'année. Donc docteur Liorent, la parole est à vous. Merci, Joanne. Voilà, donc effectivement, il existe deux cellules PDP. Alors, une qui est ancienne, hein, qui existe depuis de nombreuses années, c'est donc la cellule PDP de l'assurance maladie. Euh, donc, elle est composée donc de médecins. Et donc, quelles sont les conditions pour bénéficier de l'accompagnement? Eh bien, il faut être salarié ou travailleur indépendant. Pour les salariés, ben, il faut être titulaire d'un contrat de travail au moment de l'accompagnement, quel que soit le type de contrat, et être en arrêt de travail, c'est-à-dire percevoir des indemnités journalières, que ce soit en raison d'une maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Et également, il faut qu'il y ait un risque d'inaptitude, puisque comme l'indique son nom, hein, on vous l'a expliqué, donc la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est le risque auquel sont confrontés ces salariés, c'est-à-dire de perdre leur travail et donc de se retrouver, pour être clair, au chômage, hein, voilà. Donc ce qu'on cherche à éviter, c'est ça, hein, ne pas laisser les gens au bord de la route. D'où l'intérêt d'être rapide, enfin d'être le plus rapide possible pour éviter d'être au bout des indemnités journalières, puisque ça aussi c'est une problématique. Et donc l'objectif de cette cellule, c'est éviter la désinsertion professionnelle, pouvoir faire bénéficier le travailleur d'actions de formation pendant son arrêt de travail. Donc ça, c'est très important, hein. Beaucoup de gens l'ignorent et même beaucoup d'employeurs l'ignorent. On peut faire une formation pendant son arrêt de travail. Et certaines personnes le font, ce qui leur permet de rebondir, hein, soit encore d'envisager une reconversion professionnelle, hein. Donc, cette orientation du travailleur vers la cellule PDP peut être faite par le médecin du travail, justement, au cours d'une visite de pré-reprise. Ça peut être fait également par l'assistante sociale du service, donc vers la cellule PDP, hein, donc, qui émane du service social de l'assurance maladie, hein. L'orientation peut être faite directement également par le médecin conseil de l'assurance maladie. Ce qui est important, justement, c'est cette coordination avec le médecin conseil de l'assurance maladie, permettant le maintien des indemnités journalières et permettant donc justement la reconversion professionnelle. D'où l'intérêt de ne pas attendre trop longtemps. Donc ça, c'est la cellule PDP de l'assurance maladie qui existe déjà depuis de nombreuses années et qui fonctionne. Donc ici, dans notre service, le docteur Christine Lassalager est déjà membre de cette cellule PDP de l'assurance maladie. Alors la nouveauté, donc, bien, c'est la cellule PDP interne au SSTI 33. C'est une seconde cellule PDP, donc en application de la loi du 12 août 2021. Et pour nous, elle est toute fraîche. Elle a été créée en janvier 2023. Elle ne s'est réunie jusqu'à présent qu'une fois.
Donc, c'est une toute jeune cellule PDP. Alors, elle s'adresse aux salariés des entreprises adhérentes, évidemment, toujours avec un risque de désinsertion professionnelle. Ça peut être a priori plutôt des gens qui continuent leur activité, pas nécessairement, mais à la différence de celle de la PDP, c'est plutôt des gens qui sont encore en activité. Donc c'est une cellule pluridisciplinaire, hein. Donc il y a le médecin du travail référent de la cellule PDP, donc en l'occurrence le docteur Lassalager, et puis un autre médecin du travail. Voilà, en l'occurrence votre serviteur. Il y a également dans cette cellule une assistante sociale qui a un rôle très actif, un consultant de Cap Emploi également, et une assistante administrative qui nous aide à gérer les réunions et la tenue de la boîte aux lettres, puisque en fait, la cellule PDP interne va être saisie, va recevoir des signalements des médecins du travail, d'assistantes sociales, de tout le monde. Ça peut être également d'employeurs, voilà. Et donc, pour traiter ces dossiers. Voilà. Donc, avant nos réunions ont lieu en fin de mois et une semaine avant, on clôt la boîte aux lettres de façon à avoir préparé les dossiers avant de se réunir. Et donc, le but, c'est accompagner les salariés en difficulté afin de prévenir les risques de désinsertion professionnelle et les conseiller dans la recherche de solutions adaptées à leurs problématiques. Voilà. Donc, l'émission, c'est à la fois un accompagnement collectif, hein, proposer des actions de sensibilisation, mais aussi des actions de communication sur les leviers du maintien en emploi. Donc, c'est un peu l'esprit de cette loi, quoi, hein, informer au maximum les gens, qu'ils sachent tout ce qu'ils peuvent faire, parce que beaucoup de gens ignorent le fait qu'ils pourraient faire une formation pendant leur arrêt. Beaucoup de gens, malheureusement, également attendent trop longtemps, donc ils n'ont plus le temps de préparer leur reconversion professionnelle. Donc on en revient toujours à la même idée, que ce soit à travers le rendez-vous de liaison, la visite de pré-reprise, c'est anticiper, hein, dès que la personne est en état de pouvoir assurer ce genre d'entretien, eh bien essayer de le faire le plus rapidement possible avant de se retrouver vraiment dans des situations de fin d'indemnité ou de difficulté. Donc c'est aussi un accompagnement individuel, hein. Donc comme je viens de le dire, c'est identifier les situations individuelles, mettre en place ou rendre une expertise sur les leviers ou dispositifs existants les plus adaptés à la situation du travailleur, avec les partenaires de la PDP, l'assurance maladie, CARSAT, acteurs de la compensation du handicap et de la réadaptation, le Cap Emploi, la MDPH, l'UEROS. Alors l'UEROS, vous savez que c'est pour les personnes qui ont des atteintes fonctionnelles importantes, hein. Typiquement, le relais ici, c'est la tour de Gacy, hein. Donc, on va, par exemple, rencontrer des personnes victimes d'accidents de la route ou de graves traumatismes. Donc, on est là sur des handicaps qui peuvent être très lourds, mais devant lesquels il ne faut pas baisser les bras non plus. Et les acteurs de l'emploi et de la formation, donc les CEP, donc les conseillers en évolution professionnelle, hein, qui vont pouvoir proposer, proposer des, des orientations, hein. Transition Pro également pour différents types de projets. Donc à ce titre, bon, le site de Transition Pro est très bien fait, hein, et donc on va trouver tout un tas d'informations sur différents dispositifs. Il existe des dispositifs comme démission reconversion qui ne sont pas toujours très bien connus, des points sur les acquis, de validation des acquis. Donc voilà, les propositions de transition pro sont multiples et bon, on pourrait justifier un webinaire à eux tout seuls. Voilà. Donc il y a aussi le lien direct avec l'employeur et le travailleur, hein. C'est cela pour lequel nous sommes évidemment le mieux placés et pour lequel nous établissons également un document de visite de pré-reprise sur lequel on peut notifier ces mesures individuelles, hein, donc avec l'accord du salarié, évidemment, lorsqu'il le souhaite. Donc, c'est-à-dire des propositions d'aménagement, d'adaptation du poste, de transformation du poste, d'aménagement du temps de travail, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire prévoir que la reprise ne pourra pas se faire à temps plein, mais à temps partiel, thérapeutique. Voilà, également, donc
Donc, pour reprendre le texte, participer à l'accompagnement du travailleur au bénéfice des actions de prévention de la désinsertion prévues à l'article L 323-3-1 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire ce dont je vais vous parler ensuite, c'est-à-dire laisser encadrer. Voilà. Et donc, ce petit schéma de fonctionnement de la cellule PDP qui essaie de résumer tout cela. Donc, l'identification de la situation qui peut être fait par le salarié, l'employeur ou un des membres de l'équipe pluridisciplinaire, comme on l'a vu. La sollicitation de l'accompagnement de maintien en emploi, l'analyse du dossier et la recherche de solutions qui se fait au cours de la réunion, avec une première analyse de la demande, la recherche et même avant la réunion, la première analyse, recherche de solutions lors de la réunion et proposition d'un plan d'action. Voilà. Et donc, les partenaires privilégiés, l'assurance maladie, la cellule PDP de la CARSAT, le Cap emploi, qui aménage les postes et qui peut aider financièrement, alors, qui intervient dans le cadre des travailleurs handicapés, hein, d'où l'étape de la MDPH préalable, hein, le fait d'être reconnu travailleur handicapé, va permettre aux salariés de bénéficier des prestations et des aides du Cap emploi, hein. Euh, donc ça, c'est une condition impérative, d'où la proposition qui est faite aux salariés en long arrêt de monter un dossier travailleur handicapé. Des fois, ils ne comprennent pas très bien pourquoi on leur demande d'être reconnu travailleur handicapé. Bah, c'est essentiellement pour cela, pour pouvoir bénéficier des prestations du Cap emploi et des aménagements de poste avec participation financière, évidemment, du Cap emploi, qui peut aider financièrement les entreprises, les employeurs à aménager des postes. Le réseau EVA, donc le réseau EVA, eh bien, c'est le réseau des CEP, hein, des conseillers en évolution professionnelle, hein, qui peuvent conseiller la personne. On a aussi évidemment la possibilité de faire des bilans de compétences, hein, les bilans de compétences, notamment avec Transition Pro également. Donc tout un arsenal d'éléments. Donc l'UEROS qui pratique des bilans, hein, des bilans qui sont souvent qui sont toujours très bien faits, qui permettent de définir surtout les capacités restantes de la personne, hein. Donc là, on est dans le champ des grands accidentés de la vie, des gros traumatismes. Et donc là, le bilan est impératif, hein, avec le ROS pour permettre de savoir exactement ce que la personne peut faire ou ne pas faire. Et puis d'autres acteurs de la compensation du handicap, ils sont quand même assez nombreux. Donc, dernier volet, c'est la présentation d'un des leviers les plus intéressants de la PDP, c'est l'essai encadré. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un essai encadré? Ben, tout est dans le titre, hein, c'est un essai, hein. On va essayer un métier et c'est encadré parce que c'est encadré par une législation qui est très complète, on va dire. Donc, il permet au bénéficiaire, pendant son arrêt de travail, hein, donc on revient là-dessus, d'évaluer la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé. Donc, il peut tester un nouveau poste, mais aussi un aménagement de son poste actuel au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise. Donc, à qui est-il destiné cet essai encadré? À tout salarié en arrêt de travail indemnisé par la caisse au titre de la maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et donc toute personne qui présente un risque de désinsertion professionnelle, un risque d'inaptitude, pour être clair. Donc la durée de l'arrêt, elle a évolué, puisqu'avant elle était beaucoup plus faible. Actuellement, la durée peut aller jusqu'à 14 jours ouvrables, fractionnables si besoin, et renouvelable une fois. Donc on arrive à un total de 28 jours ouvrables. Un même assuré peut bénéficier de plusieurs essais encadrés si son projet professionnel évolue au cours de l'arrêt de travail du fait d'un changement de situation. Changement de situation médicale, changement de situation sociale. Alors, le type d'entreprise, l'essai encadré peut être appliqué dans tout type d'entreprise. L'entreprise actuelle du salarié, mais aussi une autre entreprise qui accepterait de l'accueillir pour vérifier son projet professionnel. Et une autre entreprise qui serait susceptible de l'embaucher à l'issue de son arrêt de travail également. Alors, la rémunération au cours de l'essai encadré, eh bien, elle correspond
au versement des indemnités journalières, hein, puisque ça se fait alors que la personne est en arrêt de travail, donc elle continue à toucher ses indemnités journalières tout en essayant un nouveau poste de travail, ce qui, mon Dieu, est une bonne solution. Donc, les démarches préalables, l'essai encadré est soumis à plusieurs conditions. Il doit y avoir accord de 3 médecins, donc le médecin du travail qui doit le valider, le médecin conseil de l'assurance maladie et le médecin traitant du salarié. Il peut y avoir également une visite médicale qui est réalisée par le médecin du travail, de l'entreprise d'accueil ou à défaut par celui de l'entreprise d'origine. Et ça, c'est très important, on est souvent sollicité pour cela, pour vérifier que la personne va bien être apte à effectuer aussi cet essai, hein, voilà. Puisqu'on est bien dans ce cadre-là, on remplit souvent des documents dans ce sens-là. Il faut que la poursuite de l'activité du salarié à son poste actuel ne soit pas possible, donc un avis défavorable à l'ancien poste et un avis favorable au nouveau poste. Donc évidemment, il n'est pas question de retomber dans les mêmes problématiques ou les mêmes contraintes que dans le poste précédent. Il faut évidemment que ce soit compatible avec l'état de santé du salarié. Donc cet essai encadré, eh bien, il y a un suivi. Donc pendant l'essai encadré, l'assuré est suivi par un tuteur au sein de l'entreprise. Ce suivi vise à valider l'adéquation entre le poste de travail et les capacités physiques et cognitives de l'assuré. Lorsque l'essai est terminé, un bilan doit être rédigé par le tuteur avec l'assuré. Et ce bilan est ensuite communiqué au médecin du travail, à l'assistant de service social et, selon les cas, au Cap emploi ou à l'équipe de Comet France. Ça dépend évidemment de l'organisme qui accompagne, de l'organisme d'accompagnement. Et ce bilan doit permettre de déterminer si l'essai a été concluant et de prévoir, si besoin, de nouveaux aménagements ou la mobilisation d'un autre dispositif PDP s'il n'a pas été concluant. Donc, dans toute cette démarche, qui est quand même assez complexe, l'entreprise va être accompagnée par le médecin du travail, donc qui vérifie la capacité du salarié à réaliser l'essai encadré, qui en fixe les modalités et qui propose des aménagements si nécessaire, hein. On revient sur nos différents cas de figure, sur les différents types de postes. L'accompagnement de l'entreprise est également réalisé par l'organisme de placement spécialisé, ça peut être par exemple le Cap emploi, qui négocie l'essai encadré avec l'employeur s'il y a lieu en dehors de l'entreprise d'origine du salarié et qui en fait le bilan avec le salarié et le médecin du travail. Et l'entreprise est également accompagnée, peut être également accompagnée par l'équipe Comet France dans le cadre des dossiers les plus lourds, hein, puisque Comet France accompagne des personnes hospitalisées dans les soins de suite et de réadaptation et donc les aide à mettre en œuvre leur projet professionnel. Quant aux salariés, il est accompagné par l'assistante sociale ou l'assistant social qui met en œuvre, avec son accord, une intervention afin de l'aider à évaluer sa situation et à construire un projet professionnel adapté à son état de santé et à ses potentialités, qui l'informe sur ses droits et ses démarches, qui le conseille et l'accompagne vers les actions à engager durant son arrêt de travail et vers les dispositifs existants. Enfin, il est également accompagné par la sécurité sociale qui vérifie ses droits et lui verse ses indemnités journalières. Donc, vous voyez, je pense que vous le comprenez, on est plus que jamais dans le cadre, comme déjà depuis l'ancienne réforme, enfin la réforme qui date un peu maintenant, on est dans le cadre d'une action en équipe pluridisciplinaire, hein, on est vraiment tous ensemble, médecins, infirmiers, assistantes sociales et j'en oublie. Et également, on a ce travail, cet esprit de la loi pour favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi, donc quelque chose de très fort, hein, qui est tout à fait nouveau et qui est tout à fait positif. Voilà. Donc, je dois reconnaître que c'est avec satisfaction que nous vous présentons ces nouvelles dispositions.